Merci beaucoup à la Fondation Heinrich Böll France et au Goethe-Institut pour cette invitation et cette occasion de discuter ensemble avec Axel Honneth et Michel Vivorka. Le livre de Michel Vivorka sera le centre de la discussion. Donc, je vais commencer en présentant Axel Honneth, notre invité d'Allemagne. Axel Honneth, vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez dirigé entre 2001 et 2019, donc presque 20 ans, l'Institut für Sozialforschung, c'est-à-dire l'Institut de recherche sociale qui est la maison de l'école de Francfort en Allemagne. Et vous avez aussi longuement enseigné la philosophie sociale à la Goethe-Universität à Francfort. Et vous êtes depuis 2011 professeur à l'Université Columbia à New York. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Michel Vivorka, vous êtes sociologue, tenant d'une sociologie de l'action qui tient compte de la globalisation, de la construction individuelle et de la subjectivité des acteurs. Vous avez étudié aussi bien des mouvements sociaux que des phénomènes comme le racisme, la violence, l'antisémitisme et aussi des phénomènes comme le numérique. Vous êtes très engagé dans les débats politiques et dans la vie des institutions. Et le livre qui est l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, je l'ai avec moi, Pour une démocratie de combat, paru chez Robert Laffont en 2020. Et c'est un livre qui interroge la définition, l'essence, la mission et les défis de la démocratie aujourd'hui, que vous définissez une démocratie de combat, militante, et qui est la source d'inspiration de notre débat aujourd'hui. Je vais poser ma première question qui sera adressée à vous deux, mais en commençant par Michel Vivorka, qui l'aborde largement dans son livre Une démocratie de combat, mais qui, pour des raisons chronologiques, parce que le livre est sorti en 2020, au mois de mars, si je ne me trompe pas, donc justement au début de la grande crise sanitaire, donc le livre n'a pas pu affronter la grande urgence de la crise pandémique. Donc, cette première question que je vais poser concerne la relation entre démocratie et pandémie. La pandémie a été un événement inattendu qui a confronté le monde à la question de l'incertitude. Pour faire face de manière adéquate à la COVID-19, il fallait prendre des décisions politiques rapides et efficaces. Au moins au début, on a eu l'impression que les pays autoritaires, comme la Chine ou la Corée, étaient mieux à même de répondre à l'urgence, principalement grâce à une utilisation massive des technologies numériques, rendue possible par l'absence de problèmes tels que le respect de la privacy ou de l'autonomie individuelle. Les pays démocratiques, en revanche, ont dû faire face à des problèmes majeurs de légitimation des décisions politiques. Donc, pensez-vous, Michel Vivorka, que cette impression est fondée? Et pensez-vous que la crise a ultérieurement renforcé les régimes autoritaires par rapport à la situation que vous avez analysée et décrite dans votre livre? Je poserai la même question à M. Honneth après la réponse de Michel Vivorka. Merci. Merci Barbara, bonjour à tous. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits pour pouvoir aller directement dans la réponse aux grandes questions qui viennent d'être formulées, en disant simplement que c'est une grande joie pour moi d'avoir cet échange avec Axel, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, c'est une drôle de question, parce que quand on dit démocratie versus autoritarisme, les yeux, à propos de la pandémie, se tournent d'abord vers la Chine. Mais on pourrait regarder aussi les États-Unis de Trump ou le Brésil de Bolsonaro. Et par conséquent, ma première remarque, c'est pour dire il y a autoritarisme et autoritarisme, premièrement. Alors regardons la Chine. La Chine n'est pas le seul pays qui s'en sorte bien, ou qui, dans un premier temps, s'en sort bien dans la partie du monde où est situé ce pays. Vous avez d'autres pays en Asie qui s'en sont sortis pas si mal. Taïwan, Singapour, peut-être même le Japon, la Corée du Sud, pas seulement la Corée du Nord, d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, si on regarde les choses régionalement, l'autoritarisme chinois, oui, avec d'ailleurs des zones d'ombre et de mystère, mais d'autres pays asiatiques s'en sont bien sortis. Et donc, il faut avoir plusieurs types de réflexions. Premièrement, en quoi l'autoritarisme a-t-il permis de mieux s'en sortir à un pays comme la Chine? C'est un type de régime autoritaire parmi d'autres.
En quoi d'autres pays asiatiques s'en sont-ils bien sortis? Certains ont dit c'est pour des raisons culturelles, c'est des vieilles traditions. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que la chose importante, c'est la relation entre, je vais le dire dans un mauvais vocabulaire, la société civile et l'État. C'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de confiance quand l'État, quand le gouvernement demande ceci ou cela, la population le fait et trouve ça sain et normal, alors que dans un pays comme la France, il n'y a pas cette relation. Alors, je voudrais avancer un tout petit peu, Barbara, par rapport à cette question en disant ceci. Les sociétés démocratiques ne sont pas toutes évidemment identiques, mais on sent un peu partout des pulsions vers l'autoritarisme dans cette situation. On voit des mesures liberticides qui sont prises dans certains pays. La France se situe parmi ces pays d'ailleurs. Il y a beaucoup de mesures qui sont très, très critiquées de ce point de vue-là. On voit aussi des populismes se mettre en place dont on peut penser qu'ils sont une étape avant le passage à des régimes plus autoritaires et plus extrémistes. Mais en même temps, si on regarde à l'échelle de la planète les démocraties dans les pulsions qu'on aurait pu imaginer pour plus d'autoritarisme, on a des surprises. Et je voudrais terminer là-dessus pour ne pas être trop long. Je regarde même les résultats des élections hier ou avant-hier aux Pays-Bas, pour prendre des choses vraiment d'actualité. On n'a pas un déferlement de l'extrême droite. On n'a pas un déferlement d'appel à plus d'autorité. Si je regarde l'Italie, je parle sous votre contrôle, Barbara, si je regarde l'Italie, on ne peut pas dire que Salvini ait été le grand gagnant de la période de l'année qui vient de s'écouler. Et je dirais même, si je regarde la France, on dit que Marine Le Pen les élections ont été très prudents. Oui, la pandémie encourage la discussion démocratique, encourage le Parlement à demander la priorité à l'exécutif sur le militaire ou sur le législatif, c'est très très clair, mais tout ceci crée des conditions qui pourraient être favorables à des régimes plus autoritaires, mais je n'en fais pas une tendance automatique, une sorte de déterminisme. Je crois que c'est plus compliqué. Et j'ajoute pour terminer, je raisonne sur 1 an d'expérience, comme nous tous. Mais qui pourra dire où nous en serons dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est à ce moment-là que nous pourrons aussi peut-être mieux apprécier les réponses qui peuvent être faites à la question qu'a posée Barbara. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Axel Honneth pour sa réponse et ses considérations. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le Goethe-Institut et la Fondation Heinrich Böll, également remercier Barbara Carnevale pour son aimable présentation de Monsieur Vivioka et de moi-même. Et je suis très reconnaissant pour cette discussion. Peut-être pourrais-je commencer ainsi. Ce n'est pas du tout étonnant qu'en ce moment la question se pose si des systèmes politiques plus centralisés, avec des traits dictatoriaux, auraient mieux maîtrisé la pandémie. C'est une question qui nous préoccupe dans les démocraties occidentales. On se pose donc la question, n'y a-t-il pas des systèmes politiques qui, dans des cas de crise et de défis existentiels, seraient plus efficaces? Pour m'approcher un peu de cette question, je voudrais distinguer 2 formes de systèmes autoritaires qui ont réagi de façon très différente. D'un côté, nous avons la dictature éclairée de la Chine. Je dis éclairée parce que la République populaire de Chine ou le parti unique a une grande confiance en ses propres scientifiques et que toutes les mesures ont été prises en accord avec les experts du système scientifique.
En d'autres mots, la réaction chinoise était basée sur la science, appliquée de façon dictatoriale, sans préoccupation des idées du peuple, sans intérêt d'intégrer le peuple dans le processus des prises de mesures. Tout à fait différente était la réaction des systèmes populistes autoritaires comme le Brésil. Le populisme de ces régimes autoritaires les a contraints dès le début de négliger le savoir des experts et de prendre des mesures dont on savait pertinemment qu'elles étaient dans l'intérêt du peuple, c'est-à-dire on a renoncé à des mesures centrales et nationales et on sait ce qui s'en suivait. Par rapport à la situation aux États-Unis sous le gouvernement Trump ou la situation au Brésil sous Bolsonaro, les États de l'Europe de l'Ouest ont une bonne position. Ici, je veux dire les États de l'Europe de l'Ouest par rapport au régime autoritaire du Brésil ou des États-Unis ont mieux contrôlé la crise du coronavirus par rapport à la dictature éclairée de la Chine, moins bien. Les moyens employés dans la République populaire de Chine ont eu un prix extrêmement élevé, c'est-à-dire celui d'une perte de confiance de la population dans les mesures étatiques ou, pour le formuler de façon plus prudente, la population n'a pas été intégrée dans les négociations des mesures. Le prix, ou au moins le risque, en était une perte de légitimation de longue durée et ce prix était également l'ignorance de tous droits fondamentaux, ce qui est inimaginable en Europe de l'Ouest. Le droit à la vie privée a été ignoré, la protection des données. Quelque chose s'est passé comme l'exploitation des données pour un contrôle éclairé. Et éclairé, c'est pour moi basé sur la science pour contrôler la pandémie. Je pense que ce petit manque d'efficacité qu'ont montré les États de l'Europe de l'Ouest par rapport à la dictature chinoise dans la maîtrise de la crise valait la peine d'être défendu. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute que les grands avantages d'une lutte contre la pandémie démocratiquement légitimée ont une valeur intrinsèque. C'est une valeur en soi que la population est intégrée dans les processus de négociation de mesures, que les mesures doivent être pas à pas justifiées, que toute restriction des droits fondamentaux doit être justifiée. Et cela veut dire que quand tout va bien, le bénéfice de cette transparence démocratique est très élevé, à savoir une confiance dans la fiabilité des institutions démocratiques, même dans les cas d'une crise sanitaire dangereuse. Mais j'aimerais aussi exprimer une autre pensée qui me semble encore plus important quand on parle de la pandémie. Je crois que les États démocratiques sont devant la tâche d'en tirer les bonnes leçons par rapport au déroulement de la crise et tout ce qu'on a pu apprendre de la crise. Et je trouve qu'un regard vers la Chine est absolument justifiable pour se rendre compte que
un des avantages, une des raisons pour l'efficacité des mesures chinoises était celui qu'on tenait des moyens économiques de diriger mieux la crise que c'était le cas dans des sociétés qui ne connaissent que le marché. Cela veut dire la Chine avait des instruments de l'économie de planification à sa disposition que les États démocratiques de l'Ouest ont abandonné depuis longtemps. Et je me demande parfois si une des nombreuses leçons, et on en parlera encore, qu'on pourrait tirer de la pandémie, serait que les États de l'Ouest doivent se demander si la fixation sur le marché comme le seul moyen de coordination économique est le bon. S'il ne faut pas dans l'avenir penser à d'autres moyens de régulation et de coordination économique pour satisfaire des besoins élémentaires de la population. Ça commence avec le système de santé. En partie, les États européens utilisent des moyens de l'économie de planification sans en dire le nom. Par exemple, tous les États de l'Europe de l'Ouest sont appelés à avoir des lits de soins intensifs et cela n'est possible qu'en appliquant des mesures de planification. Tous les États de l'Europe de l'Ouest sont appelés à prévoir des services de réanimation et cela n'est possible qu'avec des réflexions de planification et des mesures de planification. Et je me demande si une des nombreuses leçons ne serait pas de réfléchir à une nouvelle combinaison de moyens économiques de coordination beaucoup plus que par le passé et de se poser la question si les États démocratiques et les gouvernements démocratiques feraient mieux de coordonner différentes formes économiques. Je veux dire qu'une des grandes faiblesses des États de l'Europe de l'Ouest était la confiance totale dans le marché. Au fond, on a subventionné la recherche sur le vaccin et puis on était dépendant comment ces vaccins ont été commercialisés par ces entreprises privées. Et je pense que c'est une aberration. Si les États démocratiques subventionnent et financent la recherche sur les vaccins, ces États devraient aussi avoir le droit, ici l'Union européenne, d'avoir leur mot à dire sur les prix de la production et de la vente de ces vaccins. En d'autres mots, parmi les nombreuses leçons qu'on pourrait tirer, serait de repenser le rôle du marché, peut-être même sa restriction, la réflexion si dans certains domaines les méthodes de planification seraient sensées, comme la construction de logements ou le système de santé. Deuxièmement, s'il ne faut pas revenir à ce qu'à l'époque on appelait la finalité sociale de la propriété, la restriction de la propriété privée, pas seulement au moment de crise, mais pour la stabilisation et la vitalisation du bien commun démocratique. Donc, le regard vers la Chine est pour moi un indicateur que nous, et quand je dis nous, les États démocratiques de l'Europe de l'Ouest doivent nous détacher de la fixation néolibérale sur le marché, comme si le marché était le seul moyen d'action économique dont nous disposons pour développer des sociétés démocratiques.
Je vous remercie beaucoup. Pour moi, la réponse est très éclairante et satisfaisante. J'imagine que Michel Vivorca voudrait rebondir, mais je profite de ma deuxième question qui s'enchaîne parfaitement dans les questions soulevées par M. Honnête. Notamment, vous avez évoqué tous les deux l'importance de la valeur de la confiance comme fondement des valeurs démocratiques. Ma deuxième question porte sur une autre valeur fondamentale qui est la solidarité sociale et qui a été évoquée indirectement par la discussion sur l'importance du welfare state et des structures de redistribution et de planification. Donc, je vous lis ma deuxième question qui s'enchaîne et qui porte sur le rapport entre inégalité et solidarité toujours face au nouveau défi de la pandémie. Donc, encore une fois, la crise sanitaire a été une sorte de crash test pour les démocraties. L'impact social des mesures de confinement, bien qu'utiles pour réduire la contagion et la pression sur les systèmes de santé, comme M. Honnête vient de l'évoquer, ont accentué les inégalités déjà existantes et créé de nouvelles formes d'inégalités. Elles ont fait peser un lourd fardeau sur des groupes de personnes particulièrement vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les handicapés, les patients non-Covid, les prisonniers, les prostituées, les migrants. Ces mesures ont eu un impact différent sur les différents sexes. Les femmes ont le plus souffert à tous les niveaux et des coûts économiques différents pour des différents groupes sociaux, dont certains, comme les commerçants, les restaurateurs, les travailleurs du secteur artistique et culturel, se sont sentis sacrifiés par les choix du gouvernement, des différents gouvernements, au moins à niveau européen. Selon vous, donc, Monsieur Vivorca, je commence par vous à nouveau, quelle devait être la logique des décisions pour sauvegarder la cohésion sociale et les pactes intergénérationnels? Ou pour les dire autrement et de manière plus ambitieuse, quelle est votre idée, votre modèle de solidarité sociale aujourd'hui? Ensuite, je poserai la même question à Axelnet, qui accorde une grande importance à la valeur de la solidarité dans sa proposition théorique de l'éthicité démocratique. Merci, Michel Vivorca. Je pense que dans de nombreux pays démocratiques, la conscience a été vive politiquement qu'il fallait tourner la page du néolibéralisme. Je vais parler en renversant un peu les choses. Vous vous souvenez de Fukuyama en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, qui a déclaré « c'est la fin de l'histoire, c'est le triomphe du marché et de la démocratie ». Je crois que nous hésitons un peu à parler de triomphe de la démocratie aujourd'hui, mais nous sommes certains qu'il n'y a plus le triomphe du marché. Je vais prendre mon pays, la France, c'est beaucoup plus simple. D'un seul coup, le pouvoir s'est mis à redistribuer des sommes phénoménales. Comme dirait le chef d'État, un pognon de dingue, c'est une expression qu'il avait utilisée avant. Et d'un seul coup, il a été beaucoup question d'intervention de l'État, de présence de l'État. Autrement dit, c'est le début d'une discussion avec Axel, il n'y a pas que la référence à l'expérience chinoise. Il y a tout simplement, comment dirais-je, la conscience que le marché ne marche pas, en tout cas pas pour faire face à la pandémie. Et donc, si je dois tirer des leçons de la Chine, je serais plus prudent, peut-être qu'Axel, en disant, je crois aussi que nos sociétés ont montré les limites de certaines choses et la valeur d'autres choses. L'État-providence, on peut l'appeler de différents noms. Bon. L'idée qu'il faut peut-être se projeter vers l'avenir. Nous le faisons très insuffisamment. Nous vivons dans l'instant présent. Un jour, telle décision, un autre jour, telle décision. Si je prends la France, on ne confine pas. Les journalistes passent leur temps à suivre ça au jour le jour, heure après heure. Mais enfin, il y a quand même l'idée que si nous sommes capables de prévoir, si par exemple nous sommes capables d'anticiper sur les problèmes de lits de réanimation, au lieu de poser des questions éthiques un peu hors sol, si je peux dire, c'est-à-dire d'un seul coup, que fait-on quand il n'y a qu'un seul lit pour 2 malades qui se présentent? Eh bien, si on se dit, avant d'en arriver là, ça devient une question d'éthique médicale, eh bien, il faut avoir prévu des lits d'hôpitaux, il faut en avoir préparé, ce genre de choses. La nécessité, non pas d'une planification de type soviétique, ça c'est fini, mais de prévoir, d'organiser le futur, devient plus forte et ça passe
là aussi, par autre chose que le marché. Le marché ne prévoit pas ces choses-là. Alors ça, c'est le premier aspect de la question. Je pense aussi qu'à l'échelle internationale, nous avons pris conscience que cette mondialisation néolibérale sauvage n'était plus acceptable. Et je le dis avec un exemple qui est très européen et qui est très important, la relation à ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises du numérique, Google, Microsoft, etc. On constate qu'il y a une pression de plus en plus forte, non pas contre leur existence, mais pour qu'elles soient régulées, contrôlées. Bref, là aussi, on veut autre chose qu'un monde sauvage et débridé du marché néolibéral à l'échelle internationale. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais sur ce registre-là, vraiment, la conscience, je crois, est très vive et ne doit pas tout à l'expérience chinoise. Par contre, elle doit beaucoup à la répulsion que nous pouvons avoir de ce qui s'est passé au Brésil ou aux États-Unis à l'époque de Trump. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur ce thème de la solidarité. Évidemment, elle est nécessaire, elle est indispensable. Mais malheureusement, là je parle non pas philosophiquement, mais plutôt sociologiquement, malheureusement, on ne l'observe que de façon très insuffisante et parfois même très, très alarmante. Le cas de la France est très intéressant. Au début de la pandémie, quand il n'y avait pas de masque, donc pas de prévision, pas d'organisation, pas de logistique, etc., dépendance vis-à-vis de la Chine d'ailleurs, au début de la pandémie, il y a eu des marques très fortes de solidarité. J'en cite deux. Premièrement, tous les soirs à 20h, les habitants des villes et parfois même des villages se mettaient au balcon ou devant leur maison et applaudissaient les personnels de santé pour marquer toute la reconnaissance à ces personnes. Et deuxième exemple, dans de très nombreux endroits. Moi, je vis dans un petit village, je connais 2 ou 3 personnes qui l'ont fait, rien que dans ce village. Des gens, chez eux, ont fabriqué, avec des machines à coudre, les masques qui manquaient pour la population. Donc, et les ont donnés, évidemment. Et puis des entrepreneurs ont fait la même chose. Il y a eu un mouvement. Je pense que ce mouvement est retombé, que la solidarité est moins forte aujourd'hui. Et si je regarde à l'échelle internationale les problèmes de vaccins, c'est quand même pas la solidarité qui est la première vertu des chefs d'État qui négocient chacun pour leur État, des entreprises qui vendent les vaccins, on ne sait pas trop si elles les vendent vraiment de façon très équitable ou si elles les vendent au meilleur payeur et à celui qui fait tout de suite la meilleure offre. On parlera de l'Europe peut-être un peu plus tard. Cette solidarité n'est pas très forte. Alors oui, il y a un intense besoin de solidarité, j'en suis absolument convaincu. Les inégalités se sont exacerbées pendant toute cette période et elles sont devenues tellement visibles que des groupes sociaux dont on ne parlait pas ont commencé à apparaître. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais en France, c'est très net, vous l'avez dit, Barbara, les personnes très âgées qui n'existaient pas au début de la pandémie, les chiffres officiels n'indiquaient même pas le nombre de morts dans ce qu'on appelle des EHPAD, c'est-à-dire des établissements pour personnes très âgées. Bon, on a découvert les personnes très âgées. Ensuite, il y a un mois, la ministre de l'Enseignement supérieur a découvert qu'il y avait des étudiants en France et que ces étudiants, ils avaient toutes sortes de problèmes extrêmement graves. Bon, et donc, on découvre ce monde de la jeunesse, ce monde, donc des problèmes de génération qui n'étaient pas formulés ainsi. On s'est mis à prendre conscience des inégalités numériques. Vous comprenez, nous sommes ici en train de discuter, chacun dans des conditions à peu près décentes ou confortables. Mais quand vous habitez un petit appartement, que vous devez travailler à distance, que les enfants sont à la maison, qu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille, que cet ordinateur est mal connecté au réseau, etc., ça devient très difficile. Fracture numérique. On a pris conscience aussi d'autre chose. C'est que les groupes qui sont capables de se mobiliser obtiennent plus que les groupes qui ne sont pas capables de se mobiliser. En France, les personnels de santé, à juste titre, soutenus par l'opinion, se sont mobilisés et ont obtenu des mesures importantes, insuffisantes mais importantes. Par contre, les caissières de supermarchés, les livreurs de produits de restauration, les chauffeurs de voitures Uber et toutes sortes de populations dont on a dit ces gens-là sont indispensables,
on a fait de la caissière de supermarché une icône en France. Mais ces gens-là n'ont rien eu. On a dit qu'ils sont merveilleux, on en a besoin, l'économie ne peut pas s'en passer, et on les a oubliés. Et donc, les choses, j'espère que les choses changeront, mais les choses, les inégalités ne se résorbent pas, au contraire, parce que chaque groupe est plus ou moins capable de se faire entendre et d'obtenir, par la pression médiatique et politique, d'obtenir des choses. Alors, on pourrait beaucoup parler de toutes ces choses-là. Je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre les questions de solidarité et d'inégalité d'un côté avec la capacité de mobilisation sur des enjeux culturels. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais ce qui me frappe pendant cette pandémie, c'est que les mouvements de femmes, les mouvements antiracistes, les mouvements même ou les pressions sur l'environnement, le changement climatique, tout ça n'a pas disparu. Tout ça, malgré la pandémie, continue à exister. Et donc, je ne parlerai pas seulement de solidarité, je parlerai de capacité de se mobiliser sur des grands enjeux collectifs qui, eux, continuent, comment dirais-je, de nous faire rentrer dans une époque, dans une ère nouvelle, postmoderne. Donc, c'est peut-être aussi une des leçons de cette période. Merci. Axel Honneth, vous pouvez rebondir, répliquer. Très volontiers. Avant d'arriver à la question, je voudrais revenir au premier point pour le dire de façon plus drastique et plus claire. Je crois que les tentatives des sociétés démocratiques de maîtriser la pandémie nous ont fait comprendre que nos sociétés ont une tache aveugle profonde. Bien sûr, les États démocratiques utilisent des moyens de planification depuis des dizaines d'années. Par exemple, dans le système de santé, comme Michel vient de le dire, depuis des années, on a des plans. Comment, au cas d'une pandémie mondiale, on y prépare le système de santé. Ici, on agit avec les moyens classiques, non de la planification à la soviétique, qui était un modèle de planification globale de production et consommation, mais avec des moyens de planification. Et la tâche aveugle est qu'on ne l'admet pas. Même les États-Unis aujourd'hui, sous le décret de l'économie de guerre, font de l'économie de planification, ne l'admettent pas. Et pourquoi? Parce que la fixation sur l'idée que la démocratie et le marché seraient comme des bardanes collées ensemble, et cette idée nous a tellement ensorcelés qu'on n'est plus assez libre pour réfléchir sur d'autres formes de combinaison de méthodes économiques. Et maintenant, pendant la crise, je n'ai entendu aucun politicien, ni en France, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, qui se serait levé pour dire « Regardons comment nous agissons, comprenons que la situation exige la planification, réfléchissons pour l'avenir à de nouvelles combinaisons et une économie mixte. » La situation de logement dans les États démocratiques est catastrophique. En Allemagne, elle est catastrophique. Les familles pauvres ne trouvent pas de logement. Je pense qu'en France, c'est similaire. Là aussi, on pourrait dans l'avenir, comme un des enseignements qu'on pourrait tirer de cette situation, se poser sérieusement la question si l'application de méthodes de planification sur certains secteurs, sans se fier exclusivement au marché, serait le meilleur moyen. C'est la toute petite chose qu'on pourrait peut-être apprendre d'une dictature comme la Chine.
Peut-être. Sinon, on ne peut rien apprendre de la Chine pour la maîtrise de la pandémie, car la Chine bafoue les droits fondamentaux alors que les États démocratiques sont sous la contrainte normative de devoir justifier devant le souverain populaire, de rendre transparents les négociations, et chaque mesure doit être justifiée sous l'aspect que la population puisse y adhérer. Et cela, c'est l'élément de confiance dont les sociétés démocratiques ont absolument besoin. Je viens maintenant aux inégalités sociales. On n'avait pas besoin de la pandémie pour comprendre que les démocraties occidentales souffrent profondément de l'extension des inégalités sociales. Les situations de vie des différentes couches sociales sont très différentes. La pauvreté dans les couches populaires a augmenté ces dernières décennies. La richesse de petits groupes de vainqueurs de la mondialisation a énormément augmenté. Dans la crise, cela est devenu encore beaucoup plus visible. Plus le travail était précaire, l'appartement petit, la formation précaire, moins on a su gérer la crise. Les vrais perdants de la crise, ce sont les couches sociales pauvres. Aux États-Unis, ce sont les Afro-Américains. En Europe, ce sont ceux qui ont des situations de travail précaires. Souvent, ce sont les femmes qui ont une double charge. On a vu tout ça. Tout cela apparaît devant nos yeux aujourd'hui. La question que nous devons poser et qui s'impose à nous en tant que société démocratique est: quelles conséquences faut-il en tirer? Une des nombreuses conséquences qu'on doit tirer, et pour moi c'est tout à fait évident ces 2 dernières années qui nous ont confrontés à la crise. Nous avons besoin d'une nouvelle politique du travail pour créer les conditions d'une solidarité politique. Avec politique de travail, je veux dire, il faut revenir à des réflexions des années 50 et 60 dans lesquelles ça allait de soi de s'orienter à l'idée que les emplois doivent être sûrs et qualifiés et aussi satisfaisants que les employés peuvent effectivement jouer les rôles de citoyens démocratiques. Ces 30 dernières années, ces aspects ont été négligés et aujourd'hui, nous sommes confrontés dans la crise avec les conséquences. Ceux qui sont dans des situations précaires ont presque aucune possibilité de maîtriser la crise individuellement. Ils ont besoin de l'aide de l'État, ils ont besoin de la solidarité de tous les autres. Mais la raison en est que pour toute la sphère du travail, on a négligé ce problème. Et cela a un rapport avec la fixation sur le marché, l'intervention dans la sphère du travail et son organisation était mal vue. On a accepté la précarisation du travail sous le diktat de l'appât de bénéfices de capitaux, et je pense que les conséquences que nous devons tirer de ce qui se passe devant nos yeux est celle de développer une nouvelle politique du travail. Et dans ce cadre, les professions et les activités dont nous avons compris que nous en sommes dépendants, les infirmières, les aides-soignants, les pompiers, les policiers, tout ça, c'était des forces dont nous avons vu tout d'un coup que notre existence dépend de leur activité massivement. Donc, la conséquence devait être d'arriver à une révision de
nos idées sur la valeur d'activité professionnelle. Est-ce que l'infirmière est plus importante qu'une agente immobilière? Est-ce que pour notre vivre ensemble, l'activité des pompiers est élémentaire? Ne serait-ce pas à nous de créer des emplois décents, de reconnaître le travail, d'augmenter les salaires massivement? Toutes nos idées de valeur de ces professions doivent être examinées et dans l'avenir, nous devrions proposer des changements massifs. Et je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer de la crise actuelle. La première leçon qu'on doit tirer serait de mettre en question le marché comme seul moyen de coordination économique et d'allocation économique et de réfléchir sur des programmes d'économie mixte pour le bien-être de la démocratie, d'avoir une nouvelle politique du travail qui met en état tous les citoyens de jouer le rôle du souverain, de disposer d'emplois qui sont exigeants, complexes, bien payés pour pouvoir lever la voix dans la sphère publique et de ne pas subir ce qui se présente à eux comme un destin. Ce sont les deux leçons que je crois indispensables et je pense que le cours de la crise a montré leur bien fondé. Merci beaucoup. J'en profite avec un petit changement sur l'organisation de la chose. Il y a déjà deux questions qui ont été posées, notamment par Marie et Aslan, à nos intervenants. Donc, je pense qu'une des questions, notamment celle sur la façon concrète d'entretenir cette solidarité, a été déjà éclaircie par M. Honnête avec la question de la reconnaissance et de la rémunération du travail, mais peut-être il peut en dire quelque chose davantage. Donc, je lui redonne à nouveau la parole. Et j'ajoute ma troisième question qui concerne, c'est une question cruciale, mais brève, qui concerne le rôle que l'Europe, selon vous, va avoir dans tout cela, face notamment et après la tragédie du Brexit et aussi à l'évidente faiblesse face à la gestion des vaccins qui nous a, en ce moment en Italie, pendant les week-ends, c'était vraiment dramatique. On a interrompu la vaccination qui était bien entamée et ça a créé un manque de confiance à nouveau à l'égard du gouvernement. Qui est vraiment terrible. Donc, ma troisième question concerne l'Europe. Je vous invite aussi, en commençant par M. Honnête, donc, qui peut rebondir sur sa question, de donner aux réponses au besoin de spécification qui a été posé par Marie Aslan au niveau aussi, par exemple, des syndicats et du rôle des partis politiques. Sa question a été posée sur la conversation, sur la chat. Je commencerai par répondre à la question sur l'Europe et puis je reviendrai aux autres questions. Je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne. Cela a un rapport avec beaucoup de raisons. On peut les résumer. La plupart des problèmes des États individuels, la crise écologique, la crise de santé, mais aussi la politique du travail, sont en Europe des problèmes qu'on peut résoudre qu'ensemble, car les causes de ces problèmes ne sont plus limitées aux États-nations. Nous pouvons qu'ensemble répondre à ces défis. C'est pourquoi il me semble qu'une alternative à l'Union européenne ne semble pas exister. La question que la maîtrise de la pandémie, et Barbara Carnavali
on a parlé pour dire que la stratégie de vaccin absolument déplorable de l'Union européenne, la question qui nous préoccupe depuis 1 an et demi ou 1 an est: ne faut-il pas examiner beaucoup plus que par le passé? Il faut examiner si les voies de négociation, les procédures de décision dans ce système politique très complexe de l'Union ne sont pas trop complexes, trop longs et très compliqués, surtout dans des situations de crise. Le fait que l'Union européenne dispose de si peu de vaccins n'est pas dû à des ministres ou des hommes d'État. Elle est due, si je vois juste, au fait que les procédures de décision sont tellement compliquées que cela a duré 3 à 4 mois jusqu'à ce que tous les États membres étaient d'accord à quel prix on allait acheter quelle quantité de vaccins. L'Union a perdu 4 mois par rapport aux États légèrement autoritaires comme l'Angleterre, l'Israël ou les États-Unis qui, avec leurs moyens, ont pu le résoudre assez rapidement. Donc, il faut réfléchir si les procédures de décision dans l'Union seraient à simplifier, surtout dans des situations de crise. Comment on peut trouver un accord avec les nombreux États membres dans un espace-temps plus court si la centralisation de certaines tâches ne serait pas nécessaire, ce qui requérait une organisation politique plus forte, qu'on donnerait à l'Union un pouvoir exécutif lié à des représentants individuels qui serait beaucoup plus forte que tout ce qu'on connaît maintenant. Et d'après moi, l'enseignement que nous devons tirer de la catastrophe qu'est la politique du vaccin est seulement celle de devoir travailler beaucoup plus intensément à un développement d'une exécutive dans l'Union européenne, d'un pouvoir exécutif démocratiquement légitimé en Union européenne, porté par l'accord de tous les États membres, et c'est un grand problème que nous avons avec la Pologne et la Hongrie et peut-être d'autres États, mais je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre enseignement à tirer de cette catastrophe du vaccin que de renforcer le pouvoir exécutif de l'Union par des moyens démocratique. Il n'y a pas d'autre chemin possible, car le vrai problème, ce ne sont pas les hommes d'État ou les ministres. Le problème, ce sont les procédures bureaucratiques incroyables qui font de l'Union un perdant dans la lutte pour les vaccins. Un autre moyen sur lequel on peut aussi réfléchir serait que l'Union aurait le courage de pérempter sur les biens de l'industrie pharmaceutique. C'est un rapport avec ce que je viens de dire. On s'agenouille devant la propriété privée, en tout cas l'Union européenne. Elle finance la recherche dans les entreprises biotechnologiques avec des moyens énormes et puis a peur de mettre la pression à ces entreprises de vendre à des prix bon marché, mondialement vraiment bon marché et pas selon les prix du marché, sans essayer d'obtenir selon la loi de l'offre et de la demande les prix les plus élevés, c'est-à-dire nous subventionnons
l'industrie de biotechnologie et puis nous la laissons totalement libre de commercialiser les vaccins mondialement au prix les plus élevés, de sorte que Israël et les États-Unis les achètent vite et nous avons perdu tout contrôle. Cela veut dire que l'Union a renoncé aux moyens de contrôler sa propre économie. Et tout ça, ce sont des leçons que nous devons apprendre au plus vite, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir exécutif dans l'Union, avec une légitimation démocratique, bien sûr, et une prise beaucoup plus forte sur les entreprises subventionnées par l'Union. Un dernier mot à la question qui vient d'être posée. J'ai juste en vue la chose suivante. Dans les années 60, les syndicats partout en Europe étaient très engagés avec des programmes de la qualification et de l'humanisation des emplois, comme on disait en Allemagne. On a introduit des mesures de cogestion, on était attentif au fait de pouvoir améliorer la qualité des emplois afin d'éviter la monotonie du travail. Tout ça a lieu, pas simplement parce que les syndicats étaient amoureux de l'idée, mais parce qu'ils étaient convaincus que ne pouvait être citoyen que celui qui, dans son travail, était pourvu de tout ce qu'il faut pour élever la voix dans la sphère publique. On voyait un lien entre démocratie et travail. Plus mon travail était précaire, moins ma voix porte, pas seulement parce que je peux prendre la parole, mais parce que je manque d'argent, de temps, d'attention et d'information. Et cela veut dire qu'une nouvelle politique du travail se rattachant à ce que les syndicats ont laissé derrière eux devait massivement porter soin au fait que le monde du travail redevient partie de la démocratie. Quand on pense à une démocratisation du monde du travail pour compenser tous ces désavantages de ceux qui ont les emplois les plus précaires et pour remettre la population de travailleurs dans l'état d'exercer des droits démocratiques. Et c'est ça l'idée. Je pense que la pandémie nous montre en ce moment que les emplois précaires sont ceux qui en souffrent le plus et attire notre attention qu'il faut revenir à une politique du travail qui offre aux souverains démocratiques un travail honorable. Merci, merci beaucoup Axel Honneth. Je vous remercie notamment pour ce que vous avez dit à propos du manque de pouvoir et de la nécessité de renforcer le pouvoir exécutif de l'Union européenne. C'est une question dans laquelle je me retrouve complètement. Je donne la parole à Michel Viverka pour surtout encore une fois sur la question de l'Europe. Oui, je vais faire trois ou quatre remarques. Première remarque, je voudrais prolonger la discussion avec Axel sur le point précis de cette possibilité ou de cette nécessité qu'il y a à avoir l'Europe. Oui, là-dessus, je suis à 100% de son côté et je vois évidemment les alternatives qui nous sont proposées. Ça n'est pas seulement l'autoritarisme dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la démondialisation, le souverainisme, la fermeture de chaque pays sur lui-même. C'est au bout du compte, je pense, des problèmes pour la solidarité justement et pour le vivre ensemble. Donc entre le nationalisme, l'autoritarisme, la fermeture, etc. et l'Europe, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que pour que les choses changent, et j'étais très content qu'Axel évoque le syndicalisme, il faut des acteurs. Et il faut des acteurs collectifs.
les choses ne changeront pas seulement si quelques intellectuels bien intentionnés, comme Axel ou moi, disons que c'est nécessaire. Les choses ne changeront que s'il y a de l'action. Or, un des grands problèmes de la situation actuelle, c'est que les acteurs collectifs, aujourd'hui, ne sont pas très forts, sont fragmentés, sont parfois décomposés, sont parfois eux-mêmes pris dans des logiques qui peuvent devenir inquiétantes. Enfin bref, ce n'est pas le moment d'entrer trop dans le détail, mais je crois que la condition nécessaire à une condition européenne, à une construction européenne plus active et plus efficace, c'est l'existence de forces sociales et culturelles collectives qui poussent. Ça me semble vraiment un point aveugle aujourd'hui qui mérite vraiment toute notre réflexion. Et la troisième série de remarques que je voudrais faire, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Europe? Tout à l'heure, nous avons discuté, et nous sommes absolument d'accord, Axel et moi, sur la nécessité de préparer l'avenir, en quelque sorte, hein, d'anticiper. Eh bien, oui, mais préparer l'avenir, anticiper, je dirais même planifier, si on ose encore utiliser ce mot aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est difficile. Et donc, est-ce que nous serons capables d'inventer ou de développer les instruments européens de ce qui est trop souvent jusqu'ici pensé surtout à l'échelon national? Alors, je voudrais dire maintenant, pour cette apologie pour l'Europe, je voudrais dire maintenant un mot de mon expérience personnelle. J'ai fait partie pendant plusieurs années du conseil scientifique de European Research Council, c'est-à-dire une de ces grandes institutions européennes qui gèrent des sommes énormes pour stimuler la recherche, tous azimuts, sciences sociales y comprises, mais pas et avec une place honorable, mais avec toutes sortes d'autres disciplines, des milliards d'euros. Eh bien, je peux vous dire que c'est une réussite merveilleuse, cette politique européenne de la recherche, car des milliers de chercheurs ont pu former des équipes, donc c'est des dizaines de milliers de chercheurs qui ont été embarqués depuis une douzaine d'années ou une quinzaine d'années maintenant dans ces programmes, et avec des budgets considérables, sur des bases comment dirais-je, de grande qualité du travail. Et donc, si tout en Europe fonctionnait sur le modèle que je viens d'évoquer de cette institution de recherche, je peux vraiment vous dire qu'on aurait une grande Europe. Et donc, le problème, c'est, Axel l'a dit, je le dis plus brutalement, débureaucratiser tout en étant capable de prévoir. C'est quand même pas si simple, donc inventer ça. Et il y a une autre dimension qui me semble absolument importante sur l'Europe. C'est que l'Europe devient un espace absolument décisif pour tout ce qui touche aux droits humains et aux droits sociaux. Et que je pense que c'est une des raisons supplémentaires d'être absolument en faveur de l'Europe. Quand tel ou tel pays, la Hongrie, la Pologne, dérape, que la Hongrie dit on ferme l'université centrale européenne, que la Pologne prend des mesures en matière d'institutions, de justice, etc., inacceptables, l'Europe est, je dirais, un garde-fou, est une protection pour les droits humains. Et on parlait de droits sociaux tout à l'heure, les gens qui travaillent de façon précaire. L'Europe peut être ce lieu, cet espace tout à fait précieux. Donc, voilà pourquoi je pense que nous devons veiller à la poursuite de cette aventure européenne. Mais, et je voudrais terminer là-dessus, je vais prendre le dossier des vaccins parce qu'il est très intéressant. Les vaccins, l'Europe a fait partie de l'efficacité. C'est quand même admirable que la science, en un an, ait pu nous amener ces vaccins, même s'il y a des difficultés. Mais la science a fait son travail. Mais si l'Europe a réussi, il faut bien voir aussi que la Russie a réussi, que la Chine a réussi. Et donc, si vous voulez, il faut bien voir que l'Europe ne peut pas avoir le monopole de la science, mais qu'elle peut avoir par contre un rôle fondamental dans l'articulation de la science et, disons-le comme ça, des valeurs humanistes, des droits humains, etc., auxquels nous sommes très attachés. C'est cette articulation aussi qui me semble très, 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 très précieuse. Voilà quelques commentaires.
Merci, merci beaucoup. Le temps s'écoule très vite, je vois. Donc, pour ne pas monopoliser complètement la parole, parce que j'avais encore trois questions, je vous les anticipe juste pour vous donner une idée des thèmes que j'avais choisis. Une question portée sur le rôle global de la Chine et des États-Unis, notamment les bilans de la présidence Trump et les New Deal de Biden. Sur la Chine, vous avez déjà répondu largement, donc peut-être vous pouvez dire quelque chose sur les États-Unis. Mais ma question principale, parce que je pense vraiment que ça concerne les publics et les véritables renouvellements de l'agenda démocratique dans les dernières années, dernières décennies, est la question de la nature. La nature qui avait un peu disparu de l'agenda de la gauche européenne, sauf évidemment pour le moment des Verts, comme on le veut situer, est redevenue avec puissance au centre de nos préoccupations avec la crise écologique, dont l'opinion publique commence à avoir désormais aiguë, et avec l'épidémie, avec tous les débats sur les origines naturelle, sociale de la maladie, mais aussi l'évidence du fait que le monde est en otage d'un petit virus. Et que, donc, quel rôle, je vous pose la question en commençant à nouveau par Michel Vivorca, la question de la nature entre dans votre conception de la démocratie et dans son agenda, dans ses défis, comme vous les appelez. Et pour être honnête aussi, j'ajoute un commentaire sur les résultats des dernières élections allemandes, dans lesquelles peut-être la question peut être relevante pour les éclaircir. Donc, merci. Et j'invite le public déjà à s'inscrire ou à poser des questions par écrit, de manière que je puisse alterner mes propres questions aux questions du public sans disons, monopoliser la parole. Merci beaucoup, Michel. En quelques mots, je pense que tout ce qui touche à la nature fait partie des grands enjeux de la société nouvelle des sociétés nouvelles dans lesquelles nous entrons. On peut les appeler de mille et une façons, ces sociétés. Au début, on les a appelées post-industrielles, et après de communication, d'information, etc. Bon, peu importe. Parmi les grands enjeux, ce n'est pas le seul, mais les grands enjeux, il y a le rapport des humains à la nature qui se pose. Alors, ça se pose de plusieurs façons. D'abord, je dirais intellectuellement. On a pris tout au long du 19e et du 20e siècle l'habitude de compartimenter les réflexions, de séparer les sciences dites exactes des sciences de la vie. On a pris l'habitude de fonctionner en silo, alors qu'auparavant, on raisonnait de façon beaucoup plus intégrée, en intégrant les questions de nature et de culture et de vie sociale. Et donc, je pense que nous devons savoir que les enjeux de la vie collective seront formulés de plus en plus, non pas en termes de nature, mais en termes de relation des humains à la nature. Vous avez évoqué les questions de virus, mais enfin, on pourrait le dire, regardez la biologie, regardez l'épidémiologie, regardez un certain nombre de façons de réfléchir où, à l'évidence, il faut articuler les choses. Que le changement climatique, voilà aussi un énorme enjeu. Et puis, je pourrais continuer à en prendre d'autres. Je voudrais ajouter aussi que bien des questions dites éthiques sont des questions qui nous posent la question du rapport à la nature. Et je dirais, entre l'humain et la nature, le rapport aux animaux, qui est aussi en train de se transformer. Alors nous voyons se modifier nos façons de consommer, nos façons de manger, nos façons même nos conceptions du loisir, des vacances, nos conceptions de la mobilité. Enfin, tout bouge et à chaque fois, nous sommes amenés à introduire cette dimension nature dans nos réflexions. Donc en ce sens, ça devient un enjeu crucial pour qui veut penser le monde de demain et non pas le monde d'hier. Voilà moi ce que je voudrais dire sans aller beaucoup plus lourdement là-dessus. Et c'est, je crois, une préoccupation très partagée, ce qui fait que ces questions-là traversent tout le paysage politique et en même temps sont portées par certains acteurs plus que d'autres. Donc, les questions d'environnement, c'est plutôt les mouvements d'écologistes. Mais en même temps, tout le monde est écologiste aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça anime aussi le débat politique de façon, je pense, compliquée. Donc, voilà, parce que le temps passe.
Axel, je vous pose la question en soulignant pour le public qui peut-être n'est pas si familier avec votre travail que la notion de nature est un peu absente dans votre système, disons, théorique, dans votre théorie sociale. Et donc, est-ce que vous avez revu ou est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle particulier pour la question de la nature dans les nouveaux défis de la théorie démocratique et de l'éthicité démocratique? Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer la société et la nature comme l'ont fait les théories de société classiques. Ces théories ont opéré avec l'idée, on le voit aussi chez Marx, mais aussi on le voit dans les théories sociales ultérieures. Ces théories ont opéré avec l'idée que d'un côté, là opère la société avec ses lois et elle opère en agissant sur la nature. Ça, c'est l'idée classique. C'est l'idée d'un dualisme entre nature et société. Ce sont beaucoup de processus qui, depuis 50 ans, nous font remarquer que ce dualisme était trompeur et qu'il faut comprendre la société comme contenant en elle-même la nature et que la notion qu'on a trouvée pour ça, c'est l'écologie. On pense maintenant beaucoup plus la société, plus qu'avant, comme un système écologique. Système écologique signifie que la nature est un élément interne de la vie et de l'interaction sociale. La catastrophe climatique est un indicateur que cette nature qui appartient depuis longtemps à cette société a été détruite et que la société a perdu ses fondements naturels. Et en ce sens, chaque domaine de l'action sociale doit être regardé d'un nouveau regard et doit être pensé quant à l'équilibre et la maîtrise de la catastrophe climatique. Et la politique du travail dont j'ai parlé tout à l'heure et la politique de la consommation et la politique culturelle en seront concernés. En ce qui concerne la politique du travail, ce n'est pas si difficile de comprendre la tâche à résoudre. Le travail que nous humanisons, que nous qualifions, doit être un travail dans l'avenir qui est en accord avec la protection du climat massif. Cela veut dire on a besoin de l'imagination sociologique, de l'imagination économique pour avoir la perspective d'une politique de travail qui crée du travail intéressant et qualifié avec l'objectif de protéger le climat. Par exemple, le changement de l'industrie automobile. On est en train de renoncer complètement à certaines industries. Nous créons ainsi un chômage énorme. La politique du travail doit donc se poser la question, qu'est-ce qu'on mettra à la place de ces champs d'activité abandonnés? Et il va falloir, et là est la force des partis écologiques en Allemagne, qu'ils ont suffisamment de compétences et d'imagination pour jeter dans l'avenir un panorama d'emplois qualifiés, intéressants et bien payés dans la protection du climat. Et en ce qui concerne le virus comme un élément de la nature en nous et dans nos sociétés, ce n'est pas une nouvelle découverte, mais
Je crois qu'il est intéressant que pour la première fois, nous semblons en tirer les conséquences. Les virus, les bactéries ont toujours existé. Les pandémies, depuis 1000 ans, reviennent à intervalles réguliers. Donc la nature s'est montrée drastiquement avec beaucoup de morts en plein centre de notre société. Et c'est seulement maintenant que nous semblons réaliser que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Même les forces négatives de la nature font partie de nous, pas seulement les forces positives, pas seulement les forces qui nous maintiennent, pas seulement toutes ces forces de la nature qui bénéficient de notre attention, de nos soins et de notre protection, mais aussi les forces négatives font partie de notre société. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette nouvelle idée que à la fois les côtés négatifs de la nature doivent être intégrés en nous. On doit penser à des échelles de plus longue durée et de façon plus intense et précise. Il faut donc maîtriser les forces négatives et protéger les forces positives. Cela va amener à une nouvelle conception de la société et beaucoup de mes collègues sont beaucoup plus avancés que moi. Barbara vient de le dire. Mais la notion de la société démocratique de l'avenir doit être une notion qui voit ou qui comprend la nature comme partie de cette société démocratique. On réfléchit d'une nouvelle façon sur la façon de proposer des appartenances à cette société. Qui en fait partie? Seulement les êtres humains, seulement les citoyens? Dans quelle mesure peut-être aussi les animaux font partie de la société démocratique? Peut-être pas comme sujet de droit, mais comme bien à protéger. Dans quelle mesure les éléments naturels, les forêts, les prés font partie de la société démocratique, de sorte qu'il va falloir les protéger avec des droits. Ce qui va arriver finalement, je crois, est que l'appartenance, et rien que la notion d'appartenance doit être repensée. Qui appartient à ceux qui décident ensemble de leur destin comme communauté démocratique. Et je crois que, comme nous l'avons fait avant, en regardant la nature comme une chose extérieure, c'est passé, on ne peut plus se le permettre et je crois que la tâche consiste à réfléchir sur différents niveaux d'appartenance. Il y a les droits des citoyens, mais nous avons d'autres formes de droits, des droits de protection comme pour les petits-enfants. Et maintenant, on pense de leur donner des droits plus actifs, ce qui est une bonne idée, mais les différentes parties de cette nature présentes en nous peuvent bénéficier de différentes formes de droits. Il ne faut pas toujours le penser d'après le modèle du droit actif, du porteur de droit, mais aussi du sujet qui bénéficie d'une protection de droit sans être activement impliqué à la formulation de ces droits. Je pense donc que tôt ou tard, nous aurons une redéfinition de l'appartenance démocratique et cela commence avec les animaux et va continuer par d'autres éléments de cette nature présente en nous. Merci beaucoup. Donc, les droits comme
l'instrument pour faire rentrer et pour faire participer la nature à la démocratie. Il y a 3 questions, une batterie de questions qui sont arrivées sur notre chat et je remercie énormément les traductrices qui ont déjà traduit pour faciliter la lecture des questions et les commentaires. Alors, je les pose toutes les 3. Je les pose aux 2 intervenants. Vous pouvez choisir, si vous avez une question qui vous tient particulièrement au cœur pour de répondre à celle-là. Donc, la première qui a été posée par Jean-Yves Maire, comment situer les problèmes de l'école et de la formation pour la résolution des problèmes? Donc, la question du rôle de l'école et de la formation dans les nouveaux défis de la démocratie. La question qui a été posée par Julia Pölitz concerne la question, si je ne me trompe pas, des syndicats. Pourquoi elle vous remercie pour l'interview et elle se demande pourquoi le travail des syndicats pour une meilleure politique du travail s'est affaibli après les années 90. Donc, pourquoi dans les années 90. Et Georg Blum, il se demande, il parle pour le Die Zeit, donc il vous pose une question de la part de la Die Zeit. Est-ce que nous sommes réellement en train de vivre une catastrophe vaccinale européenne qui remet en question notre relation avec l'Europe? Donc, il problématise la perception qu'il y a une catastrophe vaccinale. Donc, je vous laisse libre, tout en commençant par Michel Vivorka, s'il souhaite commencer, et de répondre aux questions que vous considérez les plus stimulantes pour votre réflexion personnelle. Les questions les plus stimulantes, c'est les questions les plus difficiles. C'est difficile d'expliquer pourquoi un peu partout, il y a en Europe affaiblissement des syndicats. Mais je pense que le syndicalisme a connu une évolution qui en faisait un acteur totalement adapté à l'époque industrielle classique et de moins en moins adapté à l'ère post-industrielle dans laquelle nous sommes. On a évoqué très rapidement tout à l'heure en France le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se sont tenus à distance du syndicalisme et vice-versa, alors que bien des revendications qu'ils portaient étaient liées aux revenus que leur versaient les employeurs. Et donc, cet affaiblissement des syndicats est vraiment très préoccupant. Il a à voir avec des changements dans les entreprises, des changements dans l'organisation du travail. Il a à voir avec des changements culturels. Il a à voir avec la capacité aussi des syndicats à prendre en charge les demandes, les attentes qui viennent de la société et à une plus grande efficacité peut-être des directions d'entreprise à contourner l'action syndicale. En tout cas, c'est une question compliquée. Alors, je suis intéressé aussi, les 3 questions sont importantes, je suis intéressé aussi par l'idée qu'il ne faut peut-être pas exagérer le thème de la catastrophe vaccinale. Certains disent même qu'il ne faut pas exagérer le thème de la catastrophe démographique liée à la pandémie. J'ai lu dans Libération ces derniers jours un débat très intéressant qui oppose en gros 2 démographes, Hervé Lebras et Michel Guillot. L'un disant, Hervé Lebras, écoutez, à l'échelle d'une certaine durée, enfin du temps, disons, cette pandémie, évidemment, est meurtrière, mais enfin, elle ne va pas entraîner une telle catastrophe démographique. Donc, et puis l'autre qui dit non, pas du tout, c'est très grave. Alors, je ne rentre pas dans le débat, mais je crois que nous avons de la peine à nous situer au bon niveau, à éviter l'excès ou le défaut dans toutes ces questions. Sur les vaccins, c'est peut-être pas une catastrophe ce qu'a fait l'Europe, mais ça n'est quand même pas brillant. Voilà ce que je dirais. Et on s'aperçoit que des pays qui ont été plus nerveux dans leur mobilisation, on a évoqué Israël, on a évoqué le Royaume-Uni, j'ajouterais aussi le Chili, pour prendre un exemple encore autre qu'autoritaire, le Chili a été très efficace dans sa mobilisation pour les vaccins. Donc il y a d'une part des négociations qui n'ont peut-être pas été brillantes, l'histoire nous le dira, elles n'ont en tout cas pas été merveilleuses, mais aussi une question de fabriquer des vaccins, inventer les vaccins. L'Europe n'a pas été absente, mais elle n'a pas été non plus très en avance. Et si je prends la France, alors là, évidemment, je suis désespéré de voir le pays de Pasteur incapable de proposer autre chose ces dernières semaines que de mettre en flacon
les vaccins fabriqués par Pfizer, c'est-à-dire par une entreprise étrangère. Donc, ça n'est pas brillant et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe si on regarde les choses à très court terme. Mais si on le regarde sur une plus longue durée, peut-être. Alors, l'école, écoutez, franchement, là, il faudra demander à nos hôtes d'organiser, avec d'autres que moi en tout cas, une vraie séance sur qu'attendre de l'école. Parce qu'évidemment, c'est un océan de questions, mais il était important que ce soit posé. Donc, je ne répondrai pas à la question, sinon pour dire qu'elle est décisive, centrale et qu'elle conditionne évidemment notre avenir. Merci, Axel Honneth. Quelques mots brefs sur les 3 points. En effet, je crois que l'école est vraiment le levier des sociétés démocratiques. Je dirais même que peut-être ça vient avant une politique de la démocratisation du travail. L'école est le lieu central où les attitudes, les postures démocratiques et à la participation et la capacité de participer à la démocratie doit être exercée. Cela veut dire que les démocraties doivent comprendre que le seul moyen dont ils disposent pour reproduire les attitudes et les vertus qui lui sont nécessaires est l'école. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'école. Et il faut en déduire, premièrement, l'enseignement à l'école doit être un enseignement démocratique. Il ne faut pas simplement qu'il qualifie pour des activités professionnelles, il doit être une action démocratique. C'est un avis ancien de John Dewey. Il s'ensuit également qu'il faut être très sceptique par rapport aux tentatives d'établir davantage d'écoles privées. C'est le naufrage de l'école démocratique. École privée, cela veut dire que d'autres convictions éthiques sont exercées qui sont les seules admissibles pour les écoles démocratiques, à savoir l'attitude du citoyen démocratique de l'avenir. Donc pour moi, l'école est l'alpha et l'oméga de toute démocratie. Pour revenir à la question des syndicats, Michel l'a dit, c'est une question très complexe. Pourquoi les syndicats sont acculés au mur et qu'ils ont perdu beaucoup de leur ancien pouvoir. Une des raisons est que le mouvement syndical, et Michel l'a dit également, était un organe des intérêts des travailleurs de l'industrie, mais dans nos systèmes actuels d'emploi, l'industrie ne joue presque plus aucun rôle. Notre société est une société de services et c'est très difficile pour les syndicats de se réformer à si grande échelle et de comprendre qu'ils ne sont plus l'organe du travailleur d'industriel auquel était liée toute leur symbolique et toute leur histoire. Ils doivent donc apprendre à se récomprendre comme organe de représentation d'une société de services et des travailleurs de la société de services. Elle le fait, mais elle manque de savoir historique et l'imagination sociale de cette signification de représenter le service et plus le travail industriel, et cela implique une transformation, une nouvelle symbolique, un nouveau langage, un nouveau vocabulaire, d'autres attentions. On connaît très peu le service, on sait beaucoup de choses sur le travail industriel, de là le nom de sociologie du travail, mais la sociologie du travail de service est loin derrière la sociologie de l'industrie. En d'autres mots,
On a besoin d'un changement de paradigme dans la conscience qu'ont les syndicats d'eux-mêmes. Et deuxièmement, je pense qu'il faut un rattachement à des exigences de qualité et pas seulement de quantité. Et pour répondre à la troisième question, je vois peut-être les choses de façon plus sceptique que Michel. L'échec de l'Union européenne dans la procuration des vaccins, le fait que nous sommes loin derrière d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou Israël, peut effectivement, je ne l'espère pas, mais cela pouvait impliquer une perte de confiance dans l'Union. Et cela irait de pair avec un effet de renationalisation qui est apporté par la pandémie. Depuis 6 mois, nous observons que les reportages dans les pays membres est très national. À l'intérieur de l'Union, on n'entend rien sur les incidences dans d'autres pays. Donc, le reportage des médias est focalisé sur la nation. On parle de la situation en Allemagne et les chiffres en Allemagne. On ne pense pas du tout aux chiffres des régions transfrontalières. On retrace les anciennes frontières nationales comme avant dans l'attention et la perception. Et la crise du vaccin peut peut-être contribuer en plus que la confiance dans l'unité de l'Europe est en perte de vitesse et je pense que les médias auraient la tâche de parler de la pandémie partout en Europe, de ne pas se limiter à l'Allemagne, l'Espagne ou la France, mais de mettre en perspective que nous sommes une Europe unie qui lutte ensemble contre la pandémie. Et massivement, on devrait expliquer pourquoi cette politique de vaccin n'a pas marché. Je trouve qu'on n'est pas très bien informé et je pense qu'on devrait simplement être plus offensif et dire c'était l'inertie bureaucratique de nos institutions qui a fait que nous n'avons pas pu agir assez rapidement. Donc, tirons les conséquences, travaillons sur les institutions, sur les processus de décision. Il faut les accélérer et nous mieux préparer et réfléchissons si nous n'avons pas besoin de plus de prise sur les entreprises biotechniques que nous subventionnons. Il faut donc décider à Bruxelles de mesures rapides et à Strasbourg aussi pour aller contre la perte de confiance et la renationalisation qui nous menace. Et je ne pense pas qu'on puisse se permettre d'attendre 6 mois. Il faut commencer aujourd'hui d'agir contre cette menace de perte de confiance et de renationalisation. Merci, merci beaucoup. Malheureusement, il faut terminer ce débat passionnant. Heureusement, vous avez déjà répondu vous-même à la seule question que je n'ai pas eu le temps de vous poser, qui concernait le rôle des sciences humaines et sociales dans les débats politiques et dans le futur de la démocratie. Je pense que les débats ont été déjà une démonstration très, très claire de la liberté de discussion et aussi de la réflexivité que ça comporte. Je souhaite remercier particulièrement, avant de redonner la parole à Jens, il veut dire quelques conclusions, non seulement l'Eric Böll et le Goethe Institut, mais aussi les traductrices qui ont fait un travail extraordinaire pour permettre à la séance de se dérouler dans les 2 langues de manière si souple et qui ont eu la patience aussi de supporter ma locution très rapide. Je sais très bien que c'est difficile de le faire et je souhaite aussi remercier
Madeleine pour son rôle de coordination et d'organisation, et Barbara Enrath aussi, bien sûr. Donc, je redonne la parole à Jens et je vous remercie beaucoup, Michel Viverka, pour votre livre et les suggestions qu'il nous a données. Axel Honneth pour votre intervention et pour cette belle discussion. Jens, je vous remercie aussi et je vous redonne la parole. Et je ne veux pas prolonger, juste dire vraiment merci beaucoup. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant, justement, aussi vraiment avoir cette vue sur la question quelles leçons tirer de la crise sanitaire et de la pandémie. Là, il y avait vraiment beaucoup des éléments que je trouve, nous aussi, vraiment comme fondation, on peut travailler là-dessus, justement sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Et juste pour dire aussi à tout le monde, comme possibilité, et je crois dans ce cas-là, il faut vraiment la peine que, bien sûr, nous, l'Institut Goethe et aussi la Fondation Heinrich Böll, on va aussi mettre ce débat sur nos sites, de façon que vraiment il y a aussi la possibilité de l'écouter aussi pour beaucoup d'autres encore en dehors des participants d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous et merci aussi vraiment, Barbara, pour cette modération si bien et extraordinaire. Et un grand merci aux traductrices qui m'ont permis quand même cet échange vraiment franco-allemand de cette façon. Merci et une très belle journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Axel, c'était un régal.